Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes pour nous parler de leur parcours, leur réalisation, mais aussi des limites qu'ils ont trouvées en chemin. Mais c'est toi qui nous accueilles aujourd'hui sur ton plateau. Je te laisse jouer ton rôle de maestro. On نقول لهم راك قريتيني ولا ما نقولوش لهم Il a راك قريتيني؟ Diana, ça fait. Maintenant, on va refaire. C'est ça. Comment ça? Vous êtes en train de... J'ai adoré comment tu m'as repris quand je t'ai dit simplifié. Mais c'est quand même... C'était magnifique. Non, non, c'était excellent. Allez, on y va. Je suis très, très ravie de recevoir l'invitée que nous avons aujourd'hui. C'est une artiste dans l'âme. Artiste du savoir, je dirais même militante du partage. Elle en a fait sa spécialité. Elle est docteur en sciences de gestion et experte en knowledge management. Elle accompagne plusieurs entreprises, organismes privés et publics dans leurs partenariats stratégiques à travers son propre cabinet. Elle a fondé depuis un moment déjà le concept Héritage qui allie art, culture et artisans. Elle est présidente du Conseil de coopération maroco-maltais et porte fièrement les couleurs du Maroc à travers le monde, à travers ses conférences, mais aussi les initiatives auxquelles elle participe. À YouFounder, nous l'apprécions particulièrement car elle accompagne le programme depuis son lancement. Elle est mentor de plusieurs entreprises et startups au sein de notre programme. Et nous sommes vraiment ravis et nous la remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sophia Benani, bonjour. Bonjour et merci pour cette rétrospective émouvante, touchante, une belle histoire et j'espère qu'elle pourra continuer dans le partage, dans l'humilité et dans la transmission. Merci. Alors, je ne vais pas te cacher que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette petite introduction et à la penser, moi qui te connais bien avant YouFounder et qui a accompagné pas mal de tes choix. Donc, je suis vraiment moi-même émue. Sophia, je vais revenir à tes débuts et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui t'a fait triper au départ. Comment on se lance comme ça? Comment ça nous vient de se lancer en entrepreneuriat? Alors, j'aime bien cette phrase « revenons au début » parce qu'il est toujours intéressant d'avoir des rétroviseurs. Jamais oublier que pour commencer, il y a un point de départ. La vie, c'est un cycle. On fait du mieux qu'on peut. On évolue et donc si tu veux commencer par là où j'étais avant, donc j'étais comme tout le monde étudiante qui rêvait, ambitieuse, oui, et serial entrepreneur dans l'âme. Pourquoi? Parce que même en étant jeune, j'étais touche à tout, très curieuse et je pensais qu'il était possible de faire plusieurs choses en même temps et j'en ai fait un challenge et Dieu merci, actuellement j'arrive à faire plusieurs choses en même temps et j'ose espérer pouvoir contribuer modestement par ce podcast à une quelconque étincelle et illumination dans les esprits des jeunes entrepreneurs. Ah, je n'en doute pas. Moi, je me réjouis déjà. Alors, Sophia, tout au long d'un parcours d'entrepreneur, il y a plusieurs éléments marquants. Une petite anecdote, tiens, pour notre podcast. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors, les anecdotes, on peut aller sur des crash tests parce que j'en ai eu des idées bonnes et moins bonnes. Là, en essayant de mentorer ou d'accompagner les start-upers, je leur dis, sur la phase idéation, on est très créative, mais après, avec ma déformation académique, entre guillemets, professionnelle, on va mettre à l'épreuve les choses sur le terrain et ce n'est pas forcément évident. Donc, il y en a eu des casseroles, si on peut les appeler comme ça, Ouais. et donc des casseroles constructives qui m'ont permis d'améliorer ma perception, d'appréhender le sujet d'entrepreneuriat différemment, d'être un peu plus réaliste, mais de rester dans le rêve et l'ambition. Voilà. Magnifique. Alors, tu as parlé de mentor, enfin, je compte en parler un peu plus tard, mais on enchaîne. Alors, la place du mentor, tiens. La place du mentor, pour revenir à la phase d'appropriation, c'est-à-dire qu'on doit être conscient qu'on est entrepreneur et qu'on a une personne qui, avant nous, a vécu cette situation-là et qu'elle serait dans une transmission d'expérience pour dire il y a des choses
que je souhaiterais que les entrepreneurs, des erreurs que je souhaiterais qu'ils ne recommettent pas, mais des fois, c'est un passage obligatoire et on doit accepter ça. Donc, accepter qu'il y ait des échecs, des améliorations. Donc, ça fait partie du cycle de vie de l'entrepreneur. Un cycle de vie que moi, j'imagine en flèche et je souhaite la réussite à tout le monde. Mais il y a des fois des projets qui sont en feu de paille et qui, à un stade donné, vont avoir besoin de réalisme, de sagesse aussi pour éclairer les routes. Alors, tiens, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, au final, ils laissent tomber pour revenir au salariat, peut-être revenir après à l'entrepreneuriat ou pas. Comment est-ce qu'on peut, au fait, garder cette passion entrepreneuriale? Comment est-ce qu'on peut garder cette flamme? Alors déjà, le sujet entrepreneurial, on peut le prendre même en étant salarié. J'ai commencé en étant salarié et à l'époque, je ne savais pas que le sujet était appelé théoriquement l'intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'on pouvait au sein d'une entreprise porter des projets, les mener au sein même de l'organisation dans laquelle on évolue. Donc on peut bien évidemment, valser entre cette sécurité salariale avant de se lancer. Donc, je ne dis pas à tout entrepreneur qu'il faut tout plaquer pour commencer. Quoi qu'il y a des sujets qui méritent une application et une implication totale, fine et minutieuse, mais tout est permis dans l'entrepreneuriat. On commence à n'importe quel âge, jeune, moins jeune, il n'y a pas d'âge. On peut se permettre les évolutions, donc il n'y a pas de régression proprement dite. L'évolution, elle peut venir au gré de chacun, de sa disponibilité, de son talent au moment X. Et donc, dans cette gestion un peu perplexe de ce qu'on est, on est dans une évolution qui n'est qu'admirable. Donc, on n'est pas sur du jugement, mais sur de l'accompagnement. Alors, j'aime beaucoup le mot évolution. Je vais justement rester sur ce mot. Nous te connaissons, tu fais beaucoup d'actions avec pas mal d'initiatives à l'échelle nationale et même internationale sur le monde entrepreneurial. L'évolution de l'écosystème entrepreneurial. Alors, si on parle d'évolution, donc en bilan d'étape que je ne peux pas faire, je dirais que l'écosystème est un écosystème qui est imbriqué. Donc, on a plusieurs communautés de pratiques qui essayent d'interagir. Je dis bien qui essayent parce qu'à ce stade-là, il n'y a pas encore d'interaction qui est fluide. Donc, on essaye de rendre la collaboration agréable dans des écosystèmes qui peuvent être concurrents. On a des rivalités, on est dans un monde de compétition, mais on recherche en tant que mentor puriste, je fais partie des apaisants, pour dire qu'il n'y a pas de compétition proprement dite, qu'on essaie tous de faire au mieux, parce que le monde, c'est un monde qui est globalisé. Le mode actuel nous impose de baigner dans ces réalités-là, dans ces mutations. Donc, si on prend les rivalités, on peut commencer déjà par la rivalité face à l'intelligence artificielle. Et donc, je fais partie des gens qui travaillent sur le sujet performance homme-machine. Et donc, où est-ce qu'on peut situer l'homme, où est-ce qu'on peut situer la machine et est-ce qu'on est performant? C'est la grande question. Alors, je me permets quand même une petite question qui me passe maintenant par l'esprit. La machine, finalement, est-ce que tu es de ceux qui croient qu'elle est là pour renforcer, au fait, l'homme, pour l'aider, et non pas pour le remplacer? Ou est-ce que tu as aussi cette crainte de perte de certains métiers, de certains... Alors, il y a l'utopie, il y a l'idéologie, il y a la réalité. D'accord. Donc, j'ai écrit des articles sur ce nouveau mode donc de travail hybride, cette facilité donnée grâce à la cobotisation. Donc, c'est aussi un sujet, la collaboration avec les robots. Donc, est-ce que l'homme fera toujours des tâches qui peuvent être remplacées? Est-ce qu'il est intéressant de le faire ou pas? Et il y a cette vision sociale. Donc, je reviens un peu sur la présentation. Donc, je n'ai pas que cette vision managériale, mais aussi sociale, parce que dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé sur des appréhensions comportementales, sociales, anthropologiques. Et la machine fait actuellement parler d'elle et fait partie de cet écosystème-là. Donc, pour donner une réponse spontanée, la peur, je pense qu'elle est bel et bien présente, mais il faut l'accompagner en douceur pour que l'homme trouve sa place et
que la machine puisse aussi rester à sa place. Et c'est un beau terme, la corobotisation, c'est bien La ça. cobotisation. La cobotisation. Cobotisation. Excellent. J'ai appris un terme aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophia, parce que justement, moi qui collabore beaucoup avec la machine, donc je me demandais comment est-ce que celle-là allait évoluer. Mais moi, la vérité, pour le moment, toujours pas peur. Ben, c'est très bien. Donc, Alors, il faut accompagner justement ce changement et non pas avoir des craintes qui peuvent nous tarauder. Donc, les craintes elles nous accompagnent en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, avec un H majuscule, dans ce qu'on est, dans nos quotidiens. Je dis bien nos quotidiens, parce qu'il y a le quotidien d'entrepreneur, ou d'entrepreneur au féminin. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. C'est un H majuscule. Donc, je côtoie des hommes et des femmes qui se lancent dans cette aventure-là. Et donc, il y a aussi la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on veut être et de nos ambitions. je reviendrai justement sur ce mot féminin. Mhm. On parle beaucoup de leadership féminin, entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup. Enfin, est-ce que c'est finalement un mot à la mode? Est-ce que c'est un débat toujours en cours? Alors, l'approche genre, la diversité, tous ces niveaux d'appréhension-là font partie de réflexions profondes qu'on retrouve dans pas mal de grandes conférences. C'est un débat qui est ouvert. Donc, si on revient au sujet de l'entrepreneuriat, donc pour lequel aujourd'hui on est en train de lancer un clin d'œil et de dire, voilà, on est là pour impacter, pour influencer. Donc, je reviendrai sur les deux biais. J'ai participé au forum World Women Economic Forum à La Valette. Donc, on parlera pourquoi cette participation à La Valette. Et donc, aborder le sujet égalité des genres. Donc, le leadership peut ne pas avoir de genre, mais on peut bien évidemment revenir sur les difficultés qui sont perçues des fois par les hommes et par les femmes. C'est-à-dire que la difficulté n'a pas aussi de genre. Voilà. Alors, je vais revenir sur les partenariats. Tu as parlé d'un mentor puriste. Et justement, c'est une très belle vision et une très belle façon d'appréhender les choses. Parce que la force des partenariats, bon, je ne vais pas en parler, je vais te laisser en parler parce que tu es une spécialiste des stratégies de partenariat. Et ce que ça apporte, en tout cas, ça a fait ses preuves. L'intelligence collective, la collaboration, les partenariats, le binôme au travail, partout, tout ce qui est fait à deux ou à plusieurs a beaucoup plus de valeur. Aujourd'hui, parlons d'abord de l'écosystème marocain et des partenariats qu'est-ce que tu penserais qui faciliterait un peu plus la chose? C'est vrai que depuis des années, avec grand plaisir, on rencontre plus de personnes de d'autres écosystèmes dans le Maroc qui viennent ici à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir pour faire des activités au Startgate ou pour participer eux-mêmes à des hackathons ou autres activités, parce que bon, il y en a tellement que voilà, chaque semaine, c'est une vraie effervescence. Aujourd'hui, avec plaisir, on les reçoit ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour renforcer au fait ce lien et cette création de partenariats? Alors là, tu me poses plusieurs questions en même temps. Je suis très gourmande dans les questions aujourd'hui. Plusieurs questions. Si on commence par le niveau partenarial, de quel partenariat on parle? En retrouvant l'intelligence collective, le partenariat, et je pourrais aussi aller sur le sujet synergie, ça va nous faire tout un océan de possibles, au pluriel. Donc, le partenariat, il commence bien évidemment par la manière avec laquelle on va séduire les parties prenantes, déjà. Donc ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau qui est collaboratif de socialisation. Comment est-ce qu'un partenaire peut travailler de manière opérationnelle, processuelle, concrète avec la start-up qui est venue le solliciter ou l'écosystème start-up. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs écosystèmes et non pas un seul, dans la transversalité. Parce qu'on a l'écosystème et on a les secteurs d'activité. Ça, c'est très important de le prendre en compte. On peut avoir des écosystèmes qui sont hétérogène, mais forcément qu'on a besoin de retrouver le lien direct avec le secteur d'activité dans lequel il va baigner, interagir. Et en troisième niveau, on a les synergies. Dans les synergies, on passe à un niveau de chaîne de valeur, donc de la partie sourcing à la partie go-to-market, et comment est-ce que demain, on va pouvoir retrouver ce produit et ce service sur le marché. Donc, c'est un peu ma vision des choses du partenariat qui est, à mon sens, un sujet très, très complexe
pas facile à déployer et pour lequel on a besoin de travailler un peu plus sur la manière avec laquelle on va socialiser ces liens et rendre cette expérience-là un capital au service des nouveaux entrepreneurs qui demain vont rejoindre l'aventure. Alors justement, parlant des entrepreneurs, donc si on devait simplifier au fait et encore dire, je suis sûre que tu dois les encourager à avoir des partenariats, les startups Bien que évidemment. que tu prends en mentoring. Oui. Alors comment ça se passe? Quelles sont les réticences? Qu'est-ce que tu leur dis? Comment est-ce que tu Alors, il accompagnes y a l'approche? déjà le premier sujet qui est la crainte du partage de l'idée. Ouais. Avant d'aller chercher un partenaire, il faut bien évidemment que la maturité du problème, du projet, donc j'étais en train de regarder le livre qui m'a donc déconcentré sur le Le problème problème, ça solving, veut dire. mais voilà, donc on va essayer de résoudre ce problème qui est bel et bien un problème parce qu'on ne trouve pas facilement un partenaire. Mmh. Donc il faut qu'on l'identifie, qu'on lui expose quels seraient les intérêts Quand le séduisent donc qu'on le séduise, oui, dans la partie concrète, bancable, monétisable des choses, parce que dans les parties prenantes, on a forcément besoin d'argent, on a besoin de collaborateurs. Des fois, on a une idée qui émerge par une personne et qui a besoin de tous les compagnons, je les appellerai, de l'aventure, et donc des personnes qui ont travaillé sur la partie financière, marketing, R&D aussi. J'ai accompagné des chefs d'entreprise à mettre en place des comités R&D et des comités investissement, donc quand il s'agit de grands groupes. Et pour adapter ça à cette réalité minimaliste de la start-up, c'est toute une gymnastique. oui. Donc pour dire, on a besoin des mêmes choses. On a besoin peut-être d'un directeur SI, mais on n'a pas les moyens de se payer les compétences d'un directeur système Mmh. d'information. C'est une réalité bien évidente. Et on doit travailler sur des niveaux d'agilité managériale. On va innover dans la gestion de la start-up qui va être différente des modalités de gestion qu'on retrouve et qu'on a l'habitude de tutoyer au quotidien dans les grandes entreprises. Alors, je vais quand même, tant qu'on est dans le partenariat, D'accord, encore. Alors, non, on cette approfondit. fois-ci, je vais partir sur un niveau un peu plus macro. Donc, le conseil de coopération maroco-maltais, c'est aussi un sorte de... Le Je ne veux pas partenariat. m'avancer. Oui, Est-ce oui, que oui. c'est aussi une sorte de partenariat? Oui, Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que avec tu peux nous plaisir. présenter un peu déjà Avec plaisir. Alors oui, c'est un partenariat parce que c'est une représentation mixte émanant des volontés fraternelles des deux pays, donc du Maroc et de Malte. Et donc ce conseil de coopération dépasse les prérogatives d'une chambre de commerce, puisque le volume d'affaires avec Malte ne justifie pas encore la création d'une chambre de commerce. On ose espérer que dans peu de temps, les échanges commerciaux et économiques vont croître, chose qu'on a commencé à ressentir parce que l'intérêt de cette représentation-là dépasse cet aspect bilatéral Maroc-Malte, mais on est aussi au Maroc porte de l'Afrique, considéré comme ami facilitateur dans cette dimension partenariale et de partage d'expérience, parce que le Maroc a une grande expérience aussi dans les rapprochements culturels et interculturels qu'on a avec l'Afrique. Et donc, à côté de cette posture de coopération économique, on a la voie qui est culturelle, on en parlera, la voie qui est éducative, donc la partie échange, recherche et développement, et on a des thèmes divers. Donc pour cette année, donc année du lancement du Conseil qui a accompagné l'ouverture du consulat général de Malte au Maroc, donc qui est sous auspice diplomatique de l'ambassadeur qui est non résident, donc on n'a pas encore de représentation ambassade, D'accord. mais ce consulat-là a ce rôle de catalyseur et de recherche de liens. Donc justement, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui permettra un rapprochement et une intégration méditerranéenne des deux rives, donc le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe. Et dans cette approche-là, on est très satisfait et très heureux
de compter de nombreuses initiatives, que ce soit du côté de notre pays ou dans la réceptivité et l'accueil qui nous a été fait au niveau maltais. Et donc, tout à l'heure, je pourrais exposer aussi les autres sujets qu'on a déployés et par lesquels on a commencé cette année. Bah, justement, sur les initiatives éducation, bah, Malte a déjà été très connue au Maroc, depuis des années par, les voyages linguistiques Oui. qui sont un peu le fort, sur le point éducatif. Quelles sont les autres initiatives dans ce sens et quelles sont les initiatives qui seraient, bon allez, gagnant win-win pour Oui. rester, pour nos jeunes Marocains et pour les jeunes Maltais aussi? Alors, pour ne citer que la partie échange dans la dimension apprentissage des langues, donc ça c'est un premier point. On a aussi, en partenariat avec l'Université de Malte, donc l'Université de La Valette, ouvert les champs de la valorisation scientifique parce que c'est aussi un champ important. Donc notre recherche scientifique au Maroc est faite en français et la recherche à Malte est faite en anglais. Donc on est dans des échanges qui vont se faire dans des intégrations de plateformes de partage européennes, mais aussi anglo-saxonnes. Donc, ça permettrait à nos recherches de briller. Et vice-versa aussi pour les recherches maltaises ou les études comparatives ou les problématiques qu'on pourrait aller explorer à nous deux, la disposition est là. Il y a le sujet touristique, donc aussi dans ces partenariats-là. Donc le Conseil de coopération fait partie je dirais, du board de la Fondation du tourisme méditerranéen. Mmh. Et donc, nous, pays aussi d'accès à l'Afrique, on a eu le plaisir de recevoir un trophée. Donc, et donc, le Maroc est remercié pour le rôle qu'il joue dans cette plateforme méditerranéenne. Donc, on a été à côté de pays qui sont bien positionnés d'un point de vue savoir-faire touristique. Et pour citer en clin d'œil une grande amie croate qui a écrit un bel article sur le Maroc comme destination dans un magazine très prisé. On a aussi été invité au Forum d'économie bleue à Bodrum, donc pour parler du sujet, et donc l'expertise marocaine a été accueillie, reçue, et donc dans l'échange avec des ambassadeurs des Nations Unies qui militent pour tout ce qui est activisme culturel, activisme climatique aussi, parce que le tourisme a aussi un rôle à jouer dans Mmh. cette économie bleue. Pour citer aussi, dans le cadre de la coopération, le sujet de l'information et de la désinformation. Donc, j'ai participé au dernier forum de l'OSCE, donc c'est l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui étudie la manière avec laquelle l'information joue un rôle prédominant dans la manière avec laquelle on pourrait demain créer des passerelles plus fluides entre les cultures, dépasser ces idées de genre, donc de sexisme, dépasser ces idées de blocage culturel, parce que l'information devient désintox quand elle est mal canalisée. Et donc, je pense que ce sont des sujets qui sont à eux tous très importants. Et je m'arrêterai là pour te laisser me poser des questions. Non, un plaisir, mais en fait, j'ai bien envie de profiter de ce moment justement pour remercier les personnes comme toi et toutes les autres personnes qui ouvrent la voie aux jeunes, la voie aux passerelles, la voie aux partenariats, et puis qui nous montrent aussi qu'il y a d'autres dimensions. Il y a un livre juste devant nous qui dit «Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs», Oui. en l'occurrence rester au Maroc, Et on est partout chez nous. mais on est partout chez nous, voilà. Déjà ça, et puis aussi le fait d'aller avoir une expérience, qu'elle soit entrepreneuriale ou éducative ou en tant que collaborateur salarié, ça aussi ramènerait beaucoup d'échanges de savoir. Toi, le knowledge du management, Bah, on est dans le cœur. clairement, justement, pourquoi je vous dis qu'on est partout chez nous, bien évidemment, notre ancrage, c'est le Maroc. Donc, on est là pour apporter modestement une pierre à ce bel édifice qui est l'édifice du développement. Donc, on est un pays qui a su aujourd'hui se développer, rayonner. Et donc, dans ce rêve-là, c'est que demain, nous puissions continuer à avoir ce rôle
de facilitateur. On est respecté pour ce qu'on sait faire et on continuera tout à chacun à le faire modestement, du mieux qu'on peut, chacun à sa manière et avec les facilités et les possibilités qu'il a. Alors, je vais revenir, je vais passer carrément sur un autre sujet, le concept héritage, Oui, qui a aujourd'hui plus de 10 ans, me semble-t-il. oui. C'est bien ça? Et j'en parle pas beaucoup parce que je le fais Justement, discrètement, oui. art, culture et artisan. Oui. Déjà, comment est-ce que professeur, chercheur en sciences de gestion, en knowledge management, entrepreneur, consultante, elle va passer, mais timidement, justement, comme tu le présentes, sur l'art, culture et artisan. Alors, je le fais timidement parce que je considère que ça doit se faire de manière disséminée dans toutes les actions que l'on fait. D'ailleurs, à côté d'Héritage, que je vais présenter, que je considère comme étant une initiative, beaucoup plus qu'un projet, dans lequel l'idée a émergé, et ça en revenant sur les anecdotes, de succession de projets de fin d'études que je voyais devant moi, en temps avec ma casquette d'enseignant-chercheur et donc en étant membre de jury, en accompagnant pas mal de projets. Je voyais qu'il y avait des projets qui se ressemblaient et surtout quand bon, j'assurais des cours sur l'ensemble du territoire, mais je reviens sur le cas de Marrakech. Et les produits du terroir étaient toujours mis en avant dans ces projets fin d'études. Donc, que ce soit des bac+5 à l'université, en école de commerce ou en école d'ingénieur, pour vous dire. On peut aller même sur des sujets de sécurité, réseau et système et aller sur un projet informatique à côté, accompagnant un projet qui est purement basico-basique, valorisation du produit du terroir. Mais quid de la relation qu'on a avec le producteur? Et donc, dans ces introspections-là, je me suis dit qu'il fallait rapprocher cet étudiant, qui sera futur manager, donc rapprocher l'entreprise de la réalité qui est artisanale, avant de pouvoir promouvoir un produit. Mais bien évidemment, comme tu as dit à la base, je suis artiste dans l'âme, donc j'aime l'art. Ouais. Donc, il n'y a pas que l'artisanat, il y a l'art. Et donc, dans cet artisanat, il y a l'artisanat d'art. Donc, j'ai fait des rencontres magnifiques au fil des années d'artistes et d'artisans et je les ai rapprochés pour co-créer. Et donc, aussi, c'est un terme qui me tient à cœur, c'est la co-création. Co-créer soit des collections, des projets ou participer dans des rencontres, dans des festivals et porter, pourquoi pas, des drapeaux communs. Donc, ce n'est pas uniquement le drapeau marocain, c'est le drapeau marocain avec son amitié dans le monde. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, voilà, les gens, des fois, me cataloguent comme étant experte du knowledge management à plusieurs casquettes parce que je travaille sur le transfert technologique, le transfert qui est culturel. Et pour moi, ce n'est même pas un transfert, mais c'est une fusion et une alchimie qui est humaine. Donc, rapprocher les gens pour faire mieux, parce que, comme tu dis, quand on est ensemble, on fait toujours les choses de manière multipliée. Et j'ose espérer voilà, que c'est une contribution qui pourra aussi interpeller et susciter l'intérêt de plus d'un. Justement, au fait, dans l'évolution, parce que j'aime beaucoup le mot évolution qui finalement a accompagné tout notre podcast. Dans l'évolution, il y a Héritage et ton partenariat avec la Fondation des Cultures du Monde et donc en partenariat aussi avec l'Université Mohammed VI Polytechnique. Oui, donc exactement. Voilà, on trouve un... il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens, donc, et dans ce sujet-là, je vais aller sur un lien qui est encore plus étendu parce que Héritage fait partie d'une filiale que je porte. Donc, je travaille sur le consulting, mais aussi sur le développement durable. Et donc, dans la brique développement durable, il y a la partie culturelle, il y a la partie écologique. Donc, je travaille aussi sur le sujet d'écologie industrielle, c'est-à-dire que demain, il y a un respect aussi qui est en continuité de ces initiatives-là, respect de la planète et respect de l'homme avec un H majuscule, auquel on se doit une promesse qui est ferme. Voilà. Et au niveau du partenariat avec l'UM6P et la Fondation, donc l'idée, c'est
c'est de lancer encore plus cette responsabilité? Alors, il y a un partenariat qui est fait entre la Fondation des cultures du monde et l'UM6P dans le cadre de l'organisation du festival Come to My Home. Donc, le dernier a été co-organisé entre l'UM6P et la Fondation des cultures du monde à Dakar. Et donc, j'accompagne cette réflexion scientifique à côté du festival, parce qu'il y a un colloque qui se tient toujours en marge du festival, qui est ludique et qui met en scène des artistes du monde, des artistes de l'Afrique et d'ailleurs. Et donc la prochaine édition, elle est prévue en Côte d'Ivoire. Toutes les autres éditions ont été organisées entre le Maroc et ailleurs. Et donc, je vous inviterai aussi, par curiosité, à voir ce qui se fait. Et Héritage se greffe justement dans cet écosystème-là, dans un écosystème où on voit évoluer le monde académique, les intellectuels, les penseurs et les artistes qui croient et de manière passionnée que la tolérance et la culture, elle est globale et que ça mérite d'être soutenu. Voilà. Alors, pour faire un lien entre la culture et l'entrepreneuriat, est-ce que c'est en effervescence? Est-ce que ça prend? Est-ce que tu rencontres de plus en plus de... Ça, c'est le sujet, parce qu'on essaye de créer un intérêt autour d'une responsabilité. Et je vois que là, vous mettez tous les termes. Alors, responsabilité sociale de l'entreprise, dans laquelle nous, en tant que mouvement, donc avec mes partenaires, on essaye de travailler sur la responsabilité culturelle de l'entreprise. Et donc, dans ce genre d'initiative, on est en train de sensibiliser, de porter des projets, de les proposer et de créer des passerelles entre des entreprises, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, pour valoriser le patrimoine, le transmettre, créer un métissage et, in fine, permettre une meilleure cohésion grâce à cela. Magnifique. Et au niveau des startups, on en voit un peu qui s'intéressent à la culture. Est-ce qu'ils portent des projets aussi autour de la culture et autour de insuffler au fait ce mode de... Alors, il y a les startups du monde de l'industrie créative, ça c'est une chose, mais modestement, j'essaie dans toutes les startups de dire qu'il y a un impact qui doit être in fine ressenti, donc un impact qu'il soit social ou sociétal ou autre. Et on essaye de penser, de réfléchir. Donc, je ne dis pas que c'est facile de dire que toute entreprise a une responsabilité qui est... parce que le terme responsabilité, c'est quand même très, très lourd. Très lourd. Et donc, dire à une start-up, tu as une responsabilité, oui, tu la feras de manière subtile. Et peut-être qu'avec le temps, il y aurait des projets qui permettraient de créer plus de consistance. Alors, nous sommes serrés un peu par le temps, mais je veux vraiment revenir. On n'a pas senti le temps passer, mais je voudrais revenir à une des casquettes. Donc, tu es professeur-chercheur, tu interviens dans différentes écoles, universités, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une sensibilisation par rapport à l'entrepreneuriat? Comment cela se passe dans le monde? Alors là, je vais revenir aussi à la première fois où j'ai proposé d'assurer des séminaires d'autogestion de carrière de manière bénévole. Dans des écoles et dans des universités. Pourquoi? Parce que j'estimais, quand j'assurais les cours, j'estimais que l'étudiant en 5e année, donc j'ai commencé par assurer des cours en premier cycle, mais en deuxième cycle, je voyais que l'étudiant se rapprochait de la porte soit du salariat, soit de l'entrepreneuriat, ou d'un salariat incertain, ou d'un entrepreneuriat incertain. Et il n'y a personne, à l'époque, moi je parlais, enfin quand je dis à l'époque, vous allez dire, tu vas dire, je suis... Mais ça a changé, en quelques années, ça a changé. Commençant par cette gestion ou autogestion de carrière. Pour se situer, donc il faut commencer par un petit bilan pour savoir est-ce qu'on a cette détermination, l'étoffe de l'entrepreneur ou l'étoffe du leader de demain, et aller l'améliorer pour la faire évoluer. Et en échangeant avec des responsables, des présidents d'université, des directeurs d'établissements, ou même à l'initiative et à la demande d'étudiants qui venaient me dire « Madame, on aimerait bien savoir c'est quoi l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut faire ?» Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, j'ai eu la chance, en effectuant mes travaux de recherche et en préparant mon doctorat, de travailler avec des écosystèmes réels d'usines pilotes
des écosystèmes réels dans lesquels on mettait en pratique le rêve de l'entrepreneuriat pour le tester avant d'aller s'endetter ou avant de se lancer dans cette expérience-là. Et donc, ça m'a permis de créer un capital aussi, un capital expérience que j'aime transmettre, que j'aime partager de différentes manières. Pas uniquement en tant que mentor, de manière très fraternelle, très agréable, dans le cadre de conférences, dans le cadre peut-être de discussions qui sont faites en marge de cours. Et c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne envie chaque jour de me réveiller et de partager avec les autres voilà, ce que j'ai pu, moi aussi, grâce aux autres, apprendre. Et Dieu merci, alhamdoulilah, en arriver à ce que je suis actuellement. Ah, on va rester sur cet élan de générosité, justement. Merci. Alors, et un mot, d'abord un mot pour les jeunes, peut-être pas encore ceux qui ne se sont pas encore décidés, justement, parce qu'on en parlait. Et puis, un deuxième mot pour les entrepreneurs, ceux que tu connais déjà à travers tous les écosystèmes dans lesquels tu es, et les autres qui sont un peu plus loin, qui n'ont peut-être pas la chance d'être dans des écosystèmes un peu comme Stargate ou autres qui leur permettent un certain accompagnement. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, je vais commencer par les start-upers qui sont en train de rêver. Je vais leur dire, continuez à rêver, il faut y croire. Donc, pas pour ne pas être très long, parce que quand on veut, on peut. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas entendre des mots de « je vais essayer ». Non, je vais faire, verbe d'action. Je vais faire, je vais chercher les partenaires, je vais les trouver. Donc, soyez dans ce déterminisme positif je suis convaincue que malgré toutes les difficultés du monde, vous allez y arriver. Deuxième message adressé aux entrepreneurs actuels, donnez, partagez, encouragez, inspirez, parce que c'est comme ça que vous pourrez avoir un écosystème fort, parce que la start-up va évoluer, ne va plus être start-up, donc on rêve de licorne, on rêve de start-up qui deviennent grandes entreprises, et donc ça fera la force de notre pays demain, la force de notre continent et la force du monde, parce que dans un monde prospère où tout le monde est bien, on est tous bien. Merci beaucoup, Sophia. C'était un plaisir. On n'a vraiment pas du tout senti le temps passer. Plaisir partagé. Et puis, et à très bientôt. Ben oui, à très bientôt. Voilà. Toi, tu as des questions très pertinentes et moi, je commence à Ouais, mais des fois, je voulais poser tellement de questions que j'en posais bzaf. Pas mal.